Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous emmène faire une petite exploration au cœur d'un Tokyo un peu moins connu. Mhm. On part dans le quartier d'Adachiku et plus précisément à Ayase. C'est une zone, souvent survolée ou alors réduite à quelques clichés. C'est ça. Et nous, on va essayer de déterrer ensemble quelques histoires assez étonnantes et découvrir des lieux qui échappent un peu au radar habituel. Exactement. Pour ça, on s'est appuyé sur différentes sources, des articles de blog, tu vois, de passionnés d'histoire locale, des sites web sur le patrimoine d'Adachiku, et puis quelques guides un peu plus audacieux. Mhm. L'idée, c'est vraiment de faire un voyage dans le temps, de voir les époques marquantes, les légendes qui ont un peu façonné Ayase. Tout à fait. Et l'objectif, au-delà de juste raconter des histoires, c'est de comprendre comment ce passé, il résonne encore aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut physiquement voir ces traces? C'est ça, les trouver. Voilà, dénicher ces petits trésors, quoi, pour ceux qui sont curieux. On va vraiment suivre la transformation d'Ayase, d'une zone plutôt rurale, agricole, Qui nourrissait Edo, on disait. exactement, qui nourrissait la capitale, à un quartier bien vivant de la mégalopole tokyoïte actuelle. C'est fascinant comme évolution. Carrément. Bon, alors, on commence ? Allons-y. On plonge direct dans le passé et attention, avec des samouraïs là où on ne les attendait pas forcément. Ah, le fameux Shinsengumi. Exactement. Figure-toi qu'on est en mars 1868. Le Japon est en pleine guerre de Boshin. C'est ce conflit qui va mettre fin à l'ère des samouraïs. La fin du shogunat, oui. Voilà. Et ce groupe de combattants pro-shogunata hyper célèbre, le Shinsengumi, avec Kondo Izami, Hijikata Toshizo, ils viennent de prendre une défaite à Koshu Katsunuma. Et où est-ce qu'ils trouvent refuge ? Alors, Ici, à Gobe-Shinden, c'était le nom à l'époque d'une partie de ce qui aujourd'hui est Ayase. c'est assez fou quand on y pense. Gobe-Shinden, à ce moment-là, c'était vraiment la campagne, hein. Ah oui, Des champs, quelques fermes, tranquille. Le calme absolu, loin des combats. Et voilà que débarquent ces guerriers, craints de tous et en pleine déroute. c'est ça. Et ils vont y rester 19 jours. Alors, la personne clé ici, localement, c'est Kaneko Kenjuro. C'était le Nanushi, le chef du village. Une sorte de maire, oui. Un peu ça, oui. Et c'est lui qui prend la décision, courageuse et risquée sans doute, d'héberger Kondo, Hijikata et leurs hommes. Quand même. Il loge chez lui, dans la maison Kaneko, et aussi dans le temple juste à côté, le Kanonji. Et c'était pas une petite affaire parce que les sources disent que l'effectif du Shinsengumi, là-bas, a explosé. Ils sont passés d'une 50aine au début Oui. à plus de 220 hommes. Tu imagines la pression sur ce petit village. Ah ouais. Fallait nourrir tout ce monde, les loger et surtout rester discret. Ça en dit long sur soit la solidarité, soit peut-être la crainte qu'ils inspiraient, même affaiblis. Oui, c'est clair, hein. Et il y a ce détail vraiment touchant qui est arrivé jusqu'à nous, juste avant de partir pour Nagariyama. Où il va être capturé, oui. C'est ça son destin tragique. Kondo Isami laisse une photo de lui à la famille Kaneko. Ah. Comme un remerciement peut-être, ou un dernier souvenir. Et apparemment, cette photo, elle existe toujours, elle est conservée précieusement par les descendants. Incroyable. Mais pas visible par le public, bien sûr. C'est un témoignage assez extraordinaire, ça. Ça connecte la grande histoire, avec un H majuscule, à l'intimité d'une famille de villageois, quoi. Hmm. Ce qui est fascinant, c'est de voir que même ces zones rurales, apparemment si calmes, n'étaient pas du tout déconnectées des grands événements nationaux. Le sort de Gobe-Shinden était déjà lié à la naissance du Japon moderne. C'est fou. Et l'ironie, c'est que Gobe-Shinden, le nom vient de Kaneko Gobe, l'ancêtre du Nanushi qui a accueilli le Shinsengumi. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Une histoire incroyable. Et du coup, pour ceux qui voudraient un peu marcher sur leurs pas, il y a des lieux précis à Ayase qui gardent cette mémoire. Absolument. Où est-ce qu'on peut aller voir ça ? Alors, premier lieu incontournable, le temple Kanonji. Il est à Ayase 496. D'accord. C'est pas seulement là où une partie des troupes a dormi, c'est un temple qui a été fondé par Kaneko Gobe lui-même, le pionnier du coin. Ah, le fondateur. Exactement. Donc visiter ce temple, c'est toucher à la fois aux origines du village et à ce moment clé de la fin de l'ère Edo. D'accord. Kanonji. Et ensuite? Ensuite, juste à côté, à Ayase, 4, 15, 21, on trouve l'emplacement de l'ancienne résidence Kaneko, la Kyu Kaneko Kei. Mhm. Bon, la maison d'origine n'est plus là, ou elle a été refaite, on ne peut pas la visiter, mais il y a une plaque devant.
Ah, une plaque explicative. Voilà, qui raconte l'histoire de l'accueil du Shinsengumi. C'est important, ça rappelle le rôle souvent anonyme mais crucial des gens du coin dans les grands événements. C'est vrai. Et il y avait un troisième lieu. Oui, toujours dans le même coin, au 99, le sanctuaire Ayase Inari, Inari, d'accord? le sanctuaire protecteur du village qui date de 1614. Il s'est même appelé Gobi-jinja pendant un temps, en l'honneur du fondateur. Logique. Et la petite touche plus moderne et un peu insolite, il y a une paire de komainu, les chiens-lions gardiens, Oui, je vois. qui sont appelés les Rakugo komainu. Elles ont été offertes par un artiste de Rakugo célèbre, Sanute Yenjo. C'est un clin d'œil sympa. Ah, c'est marrant ça. Un mélange d'époques. Tout à fait. Ces trois lieux, Kanonji, l'ancienne résidence Kaneko et le sanctuaire Inari, ils sont très proches. Ils forment un petit parcours mémoriel vraiment intéressant. Super. Donc ça, c'est pour l'histoire des hommes. Mais Ayase, c'est aussi façonné par un élément naturel important, la rivière Ayasegawa. Bah oui, la Yasegawa. Et elle aussi, elle a ses histoires parfois un peu sombres, non hein? Effectivement, la Yasegawa, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Source de vie, oui, pour l'agriculture pendant des siècles, mais aussi source de conflits terribles pour l'eau. Ah oui. Il y a une légende locale particulièrement sanglante qui le montre bien, la Ebibashi Denzetsu. La légende du pont du serpent. Raconte. Alors, ça se passe à l'époque Edo. Deux villages voisins, Anahazata et Osone, sont en guerre ouverte à cause de digues sur la rivière. Classique. Chacun accuse l'autre de piquer l'eau. Le Nanushi d'Osone, un certain Nashu Shinpachi, décide d'agir. Une nuit, il se déguise et il essaie d'aller détruire la digue des rivaux de Anahazata. Oula. On sent que ça va mal finir. Ces conflits pour l'eau, c'était hyper courant et parfois très violent. L'eau, c'était vital. Bien sûr. Et alors? Pas du tout, il se fait repérer, capturer par les gens de Anahata. La légende dit qu'il est torturé, on lui arrache un œil, Ah non. avant d'être jeté, mourant, dans la rivière. Et sa mère assiste à ça, impuissante, depuis l'autre rive. Folle de douleur, elle se jette aussi dans l'eau en hurlant une malédiction terrible. Une malédiction. Oui, mon fils et moi, on reviendra. On deviendra des serpents et on se vengera de votre cruauté. Glauque. Ces légendes, même enjolivées, elles puissent souvent dans des tensions réelles, non? Tout à fait. La figure du serpent vengeur, c'est assez classique dans le folklore japonais pour incarner une rancune tenace, une injustice criante. Et ça s'arrête là. Non, la légende continue. Peu après, deux énormes serpents apparaissent dans la rivière et terrorisent tout le monde. C'est la panique. Ah oui, quand même. L'affaire remonte jusqu'au shogun Togokawa Yoshimune, une figure historique importante du XVIIIe. Pour calmer les esprits, et surtout ceux des morts, il ordonne de construire un pont, le Ebibashi, le pont du serpent, et un petit tertre funéraire, le Ebizuka, pour apaiser les âmes de Shinpachi et de sa mère. D'accord, c'est une histoire forte. Ça montre bien l'importance de l'eau à l'époque. Exactement. Mais l'Ayasegawa, elle n'a pas été que source de conflits. Pendant des siècles, c'était une voie de transport hyper importante. Ah oui, pour nourrir Edo. C'est ça. Les péniches transportaient les légumes, le riz, depuis les campagnes jusqu'à l'énorme marché de la capitale. Ayase et ses environs, c'était un peu la cuisine d'Edo. Mais l'histoire récente est moins aimée. Glorieuse, c'est ça. Hein. Beaucoup moins, malheureusement. Avec l'industrialisation rapide après-guerre, l'Ayasegawa est devenue l'une des rivières les plus polluées du Japon. Ah bon? Oui, les rejets industriels, domestiques, sans traitement. Un vrai égout. Elle a même eu le triste record de rivière la plus sale du Japon pendant 15 ans de suite, à partir de 1980. 15 ans? C'est énorme. Ça a-tu marqué les esprits? Ah oui. Mais heureusement, depuis les années 90 et surtout 2000, de gros efforts ont été faits. Stations d'épuration, nouvelles règles, mobilisation des habitants. Et ça va mieux? Nettement mieux. L'eau est de bien meilleure qualité, même s'il reste du travail. C'est une vraie renaissance pour la rivière à eau. Son parcours, de nourricière à égout, puis en voie de guérison, c'est un miroir de l'histoire du Japon moderne en fait. Et aujourd'hui, on peut voir des traces de tout ça? De la légende, de cette histoire environnementale? Oui, bien sûr. Il y a un lieu à voir absolument. C'est le pont Kuwabukuro, le Kuwabukuro Ohashi. Il est dans le quartier de Anahata. D'accord. C'est un pont moderne des années 90, mais il est construit tout près de l'endroit où devait se trouver le légendaire pont du serpent. Et alors?
Et ce qui est génial, c'est que les architectes ont rendu hommage à la légende. Sur les piliers, les rambardes, il y a des sculptures de serpents, des bas-reliefs qui racontent l'histoire de Nashu Shinpachi. Ah, super idée! Ça rend l'histoire visible. Exactement. L'histoire est ancrée dans le présent. Et sinon, on peut juste se balader le long de la rivière. Oui, tout simplement. La promenade le long de l'Ayasegawa. Se promener sur les berges aujourd'hui, c'est voir la rivière en convalescence. Mais c'est aussi l'occasion de penser à tout son passé. Les conflits, Edo, la pollution. Voilà. C'est une balade qui fait réfléchir à notre rapport à l'eau, à l'environnement. Ça superpose la légende, l'histoire économique, l'histoire écolo. Passionnant. Du drame humain, du Shinsengumi à l'histoire complexe de la rivière, ça montre déjà plein de facettes d'Ayase. Et il y a une autre grande transformation, plus récente. Oui, celle du tissu urbain lui-même, avec un élément clé, le parc Higashi Ayase. Ah, le Higashi Ayase Koen. C'est pas juste un parc normal, celui-là. Non, pas tout à fait. Son histoire est très intéressante. Il a été créé dans les années 60 sur d'anciennes rizières. D'accord? Et l'objectif à l'époque était super clair et assez visionnaire. Éviter que la zone devienne ce que les plans appelaient une Furyo Jutakugai. C'est-à-dire? Un quartier résidentiel de mauvaise qualité, construit n'importe comment, sans espace vert, sans rien. Le parc a été pensé pour structurer développement et améliorer la vie des gens. C'était en avance sur leur temps pour les années 60 au Japon. Carrément. C'était la pleine croissance économique, on construisait vite, parfois au détriment du cadre de vie. Là, penser le parc comme le centre autour duquel la ville allait s'organiser, c'était novateur. Le fameux Koen o Chushinto Shita Machizukuri. Et il a une forme bizarre, non? Sur la carte? Oui, c'est ça qui est frappant. Il est en forme de U inversé, très allongé. Un ruban de verdure. Et c'est ça, et c'est pas un hasard. C'est conçu pour maximiser la distance tangente. La distance tangente, c'est-à-dire? La longueur totale de la bordure du parc qui touche les zones habitées. Pour Higashi Ayase, c'est environ 5200 mètres. Ah oui, et c'est beaucoup? C'est énorme. Presque 3 fois plus qu'un parc rectangulaire de même surface. Concrètement, ça veut dire que beaucoup plus de maisons ont un accès direct ou tout proche au parc. Ah, d'accord. Il s'intègre mieux. Voilà. Il vient aux habitants plutôt que l'inverse. C'est une super idée pour l'accessibilité et l'intégration sociale de l'espace vert. Et ça se voit dans l'ambiance du parc, hein? Les gens l'utilisent. Oui. Et d'ailleurs, l'arrondissement d'Adachi a une approche sympa pour ses parcs. Au lieu de mettre plein de panneaux interdits d'eux, ils ont une liste des choses possibles. La Dekiru Koto Risto. Ah, c'est bien ça. Ça encourage les gens à utiliser le parc, à se l'approprier. Du coup, ce sont souvent des parcs plus vivants que d'autres au Japon, parfois un peu figés. C'est fou de se dire qu'ils pensaient comme ça dès les années 60. Ça change la vision des parcs qu'on voit tous les jours. Et ce parc, il nous relie aussi au passé agricole d'Ayase. Une partie de ces terrains appartenait à l'ancien village d'Itoya. Et Itoya, c'est connu localement comme un des berceaux de la culture du chou au Japon. Le Kanran Hashochi. Du chou. C'est précis. Oui. Et on voit même des clins d'œil à ça dans le parc, avec des petits cours d'eau, des zones humides qui rappellent les anciens canaux d'irrigation. D'accord. Ça montre aussi comment le rôle des parcs a évolué. Terrain de jeu, puis lieu de rencontre, îlot de fraîcheur, refuge d'urgence, et maintenant vrai centre de vie locale. Du coup, le trésor caché ici, c'est le parc lui-même. Exactement. Le parc Higashi Ayase. Mais il faut y aller en ayant tout ça en tête. Regarder sa forme unique, chercher les rappels du passé agricole et surtout observer comment les habitants l'utilisent. C'est un super exemple de planification urbaine réussie. C'est noté. Parc Higashi Ayase. Bon, si on résume un peu notre exploration, Ayase nous a offert bien plus que ce qu'on aurait pu penser au départ, non? Carrément. On a touché l'histoire nationale avec le Shinsengumi, dans un cadre improbable. On a plongé dans les légendes et les réalités complexes de la rivière Ayasegawa. Et on a découvert une vision urbanistique assez bluffante avec le parc Higashi Ayase. Toutes ces couches historiques, folkloriques, environnementales, sociales, ça donne un portrait d'un quartier beaucoup plus riche et profond que les clichés qu'on entend parfois sur Adachiku, souvent décrits comme juste populaires ou un peu rudes. C'est tout à fait ça. Sortir des sentiers battus, comme on l'a fait à Ayase, ça permet vraiment de découvrir ces facettes cachées qui font la vraie identité d'une ville comme Tokyo. Exactement. On dépasse la carte postale pour toucher quelque chose de plus local, plus complexe, plus humain finalement. Et ça nous laisse peut-être avec une question, hein, une invitation à continuer l'exploration, chacun de son côté. Ah oui, laquelle? Combien d'autres histoires comme ça, combien d'autres trésors cachés,
existent dans les quartiers, les rues, les recoins des villes qu'on croit connaître. C'est vrai. C'est un appel à la curiosité, quoi. À regarder un peu au-delà des façades, des itinéraires tout faits, pour dénicher ces pépites discrètes qui font tout le sel d'un endroit. Très belle invitation pour terminer. Sur ce, notre plongée dans les histoires cachées d'Ayas s'achève pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés.